les états financiers prévisionnels. Mais comme c'est prévisionnel, on a le budget devant. Parce que ça a tendance à un peu fatiguer les gens, quoi. Je dis budget des états financiers. C'est juste mon état financier prévisionnel, c'est-à-dire mon bilan et mon compte de résultat. Actif et passif, et au niveau de résultat aussi, produit plus charge. Donc, je fais ça aussi, un truc prévisionnel de ça, pour que je puisse savoir à la fin de l'année quel est le résultat que je dois obtenir. Ça aussi, c'est très important. Donc, tous ces éléments-là, je dois les établir dans un fichier et puis je présente ça au management pour qu'ils sachent l'année prochaine où on doit être. Donc, c'est la même chose pour l'État aussi. L'État aussi va se dire, ok, d'accord, au niveau de la douane, tu vas avoir tel montant. Au niveau des impôts, tu vas avoir tel montant. Au niveau des recettes, tu vas avoir tel montant. Et au niveau des dépenses, je vais payer les anciens, je vais payer les écoles, je vais faire les nouvelles, je vais faire tel. Et puis, il va me manquer un DAP. Le DAP, là, je vais avoir des financements à partir de l'extérieur. L'extérieur va m'aider, après je bloque mon budget. Mon budget aussi doit toujours être équilibré, c'est-à-dire, recette doit être égale aux dépenses aussi, au niveau de mon budget. Donc, je dois avoir ces différents éléments au niveau de mon budget. J'ai tous ces éléments et les implications aussi sont très importantes. Comment les étapes, on verra tout de suite devant, comment qu'est-ce qu'il faut faire en première position, qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième position. Donc, au début de l'année, je dois avoir ça. Pour l'État, c'est un peu différent. Comme quand les chiffres seront votés, après, ça passe à l'Assemblée nationale, on vote. C'est pour cela qu'on appelle le budget de l'État, loi des finances. C'est une loi des finances, c'est-à-dire ça a été voté par l'État au niveau de l'Assemblée. Toutes les lignes, c'est comme une loi. Tu ne vas pas voler dedans, tu ne vas pas exécuter comme ça a été voté. S'il n'y a pas une activité qui est dans la loi des finances, il ne faut pas l'exécuter. S'il y a une nouvelle activité, on revient, on appelle ça loi rectificative. Alors, il passe à l'Assemblée encore, ils se disent, il y a eu des changements, il y a eu Covid, il y a eu ça, il faut qu'on rajoute tout bien, on a eu une nouvelle activité, il faut qu'on construise une nouvelle école, le nombre de population a augmenté, donc on rectifie pour que permettre d'exécuter. Sinon, si tu exécutes ce qui n'a pas été voté, c'est comme un détournement. Après, on a les phases de préparation du budget aussi. Donc, la première phase, c'est la simulation de l'objectif général. OK. Au niveau stratégique, on a vu, on se fixe l'objectif général. C'est-à-dire, on va se dire, OK, d'accord, le chiffre d'affaires cette année, il faut qu'on soit à 50% d'augmentation. Après, on fixe l'objectif spécifique des centres d'analytique. Chaque analytique va avoir son truc, son objectif spécifique. Après, on fait une analyse de la rentabilité globale. On va être à combien? Après, on commence les négociations, c'est-à-dire la coordination des départements et des finances. On fait les va-et-vient. On fait ça. Après, on détermine l'objectif général, c'est-à-dire on se dit, mon chef va me dire, OK, pour cette année, l'objectif doit être de 50%. Donc, il faut qu'on se challenge, il faut qu'on discute. On se dit, vraiment, ça, c'est pas réalisable, chef. Selon la conjoncture, selon ça, je pense qu'on doit être ça. Donc, on vient à des chiffres raisonnables. Donc, on simule, on analyse, on négocie, on coordonne. Après, maintenant, on détermine l'objectif général, c'est-à-dire le vrai objectif. Après, on met ça par champ d'analyse. Après aussi, au niveau des départements, on fait une synthèse des programmes, on remonte l'information, on négocie, on coordonne, on fait ce qu'on appelle la navette budgétaire, c'est-à-dire les départements, l'équipe finance, on s'envoie les balles, on s'envoie les chiffres, on se dit, bon, ça c'est l'activité, tu as dit pour faire le forage, c'est 40 millions, voilà, selon les estimations et selon les nations de commerce, ce n'est pas 40 millions, c'est 30 millions. Donc, on se challenge. On analyse la rentabilité globale, le financement, et puis on évolue. On négocie toujours, il y a beaucoup de négociations, et on s'accorde sur les chiffres du budget maintenant réel. Ça, c'est les phases selon la grandeur des entreprises. J'ai pris les entreprises vraiment grandes.
Pour la petite structure, on n'aura pas toutes ces phases. Après, on a les types de budget, de budget. On a le budget fonctionnel et le master budget. La dernière fois, on avait vu tout de suite ici. Donc, le budget fonctionnel, c'est le budget des ventes, des différents éléments, des trucs, distribution, investissement. Après, le master budget, maintenant, c'est l'ensemble de tous ces éléments. Au budget global. Donc, comme son nom l'indique, représente le budget des départements, la production, finance, et ainsi de suite. Donc, la distribution de ce budget est limitée à chaque département. Quand je travaille avec le département finance ou le département des opérations, je ne vais pas envoyer le budget des opérations je ne vais pas mettre en copie d'autres départements. Je vais travailler avec lui seulement. C'est quand je finis, je vais regrouper tous les budgets, je vais envoyer un auditeur financier, après je vais envoyer le auditeur général. Même pour chaque département, je vais être en collaboration avec le département uniquement, pour ne pas que les autres départements connaissent le budget de l'autre département. Après, on a ce qu'on appelle le budget, le master budget ou le budget global. Donc ça représente l'ensemble des budgets fonctionnels, plus le résultat budgétisé et le budget de la trésorerie. C'est-à-dire, on doit savoir, la trésorerie aussi est très importante, parce que c'est en fonction des tâches qu'on fait. On peut avoir quelque chose dans le budget, mais en réalité, si on n'a pas le cash, on ne peut pas l'exécuter. Donc, le master budget, lui, par contre, il est suivi à la direction générale. C'est-à-dire qu'il faut que le CFO et le DG savent globalement c'est quoi le montant du budget, c'est quoi le montant des ventes en 2024, c'est quoi la rentabilité. Donc, on dit aussi que la structure du budget dépend des organisations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure, on peut avoir un service ou bien on peut avoir une entreprise où telle activité n'est pas nécessaire. Par exemple, chez vous, vous n'avez pas de production, donc vous ne pouvez pas avoir de budget de production. Quoi. Voilà. Donc, on a des approches aussi de budget. On peut avoir les budgets, les deux types de budget à ce moment. Au niveau des approches, on va appeler le budget glissant ou bien le budget périodique. C'est les deux types de budget qu'on utilise généralement en entreprise. Chaque type de budget a son avantage. Chaque approche de budget a son avantage et son inconvénient. Donc, le premier, le budget glissant, on va appeler ça le rôle budget ou bien le budget glissant. L'autre budget, on va appeler le budget périodique. Voilà, exactement. Donc, périodique, c'est ça qu'on utilise beaucoup. Mais le budget glissant va être utilisé beaucoup au niveau des ventes. C'est-à-dire, je fais mon budget de vente annuel. Après Q1, je fais mon budget, je fais mon réel Q1. Donc, une fois que je fais mon réel Q1, je prends mon réel Q1, je le fais glisser pour le mettre comme budget Q2, parce qu'il est plus proche de la réalité. Au niveau des ventes, là, je vais ajuster mes ventes. C'est ça qu'on appelle le rolling budget. Il est plus utilisé au niveau des ventes. Parce que ça, c'est. Il faut. Les ventes, si les estimations ne sont pas bonnes, il faut les ajuster rapidement pour revenir à la bonne raison, pour éviter des dépenses inutiles. Donc, ici, comme les avantages, on dit précision, plus de certitude aussi dans les chiffres. Les responsables sont obligés de s'adapter aux chiffres. Le contrôle et la planification sont basés sur les chiffres réels, comme je l'ai dit. Et une possibilité aussi de modifier le chiffre. On peut le modifier chaque fois le budget. Chaque fois. Donc, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le budget, le rôle du budget. Donc, vous voyez, on fait le budget annuel sur un an, Q1, Q2, Q3. Après, Q1, on exécute Q1. Après, on prend ça, on déplace jusqu'au niveau de Q1 l'année prochaine. Donc, on a un nouveau budget. Après, quand on est au niveau de Q2 aussi, on déplace, on a un nouveau budget qu'on va répertorier.
ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle le budget glissant. On va glisser au fur et à mesure des périodes. Mais elle est plus réactive. Mais c'est inconvénient. On dit multiple préparation de budget, perte de temps et en argent, parce que chaque fois, il faut le déplacer. Il y a certains même qui doutent de l'utilité de cette méthode. Mais elle est beaucoup utilisée au niveau des ventes. Les ventes, quand même, c'est primordial d'ajuster, parce que si on n'ajuste pas, ce n'est pas bon. Après, on a le budget périodique. Le budget périodique, lui, on le fait une fois, après c'est bon. On le fait sur 12 mois. La préparation, on le fait sur 1 mois. On a les chiffres des dépenses, les chiffres des recettes sur 12 mois. Là, on ne va pas le changer. On va peut-être faire ce qu'on appelle du forecast, du forecasting. On va ajuster chaque fois. Nous, on fait ça dans l'entreprise aussi. On a le budget qu'on ne touche pas, mais on fait autre élément. On a les méthodes d'élaboration de budget aussi. Les méthodes d'élaboration de budget aussi, on peut avoir ce qu'on appelle le budget incrémental ou bien historique. C'est-à-dire, je fais mon budget de l'année dernière, je sais que globalement, les activités n'ont pas changé. Il y a les mêmes types d'activités ou bien les mêmes types de trucs. Je vais juste les rajouter. Je sais que j'ai une nouvelle activité que je connais aussi. Donc, je vais rajouter une nouvelle activité dans les anciennes. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de gros changements. Donc, avantage facile à mettre en place, économie en temps, parce que je n'ai pas trop perdre. Par exemple, nous, l'année dernière, il y a 2 ou 3 ans, on était à cœur de maintenance, c'est-à-dire le projet était géré. Donc, on avait juste un budget qui était là, qui ne changeait pas beaucoup, quoi. Donc, chaque année, on fait un refresh juste des chiffres, on rajoute 1 ou 2 activités qui ont changé, et puis c'est bon, on continue. Il n'y a pas beaucoup de changement. Alors que cette année, maintenant, là, c'est un budget global, c'est un budget colossal. Il y a des nouvelles activités que tu connaissais même pas avant. Il faut prévoir, il faut travailler avec les équipes projets, ainsi de suite. Il faut les rajouter. Donc, ça change complètement. Inconvénient, mauvaise estimation des chiffres, pas de challenge pour les responsables, c'est-à-dire, quand c'est comme ça, c'est les chiffres qui sont imposés. Par exemple, on te dit, on donne 10 millions, et vous avec ça, c'est cette année. Pas dépasser, c'est tout. Donc, c'est là que tu vas avoir les responsables qui se disent, ah, je ne peux pas faire telle activité parce qu'il n'y a pas d'argent, ils se plaignent tout le temps. Donc, ça réduit simplement les activités non réalisées et dans les budgets précédents. Aussi, ça qui arrive beaucoup au niveau de l'État. Donc, quand ils ont un budget qui n'est pas exécuté, l'année prochaine, ils enlèvent la ligne. Ils se disent, ils enlèvent la ligne. Donc, ça ne fait pas le challenge. Donc, c'est les inconvénients. Dans le privé aussi, ça arrive. Après, on appelle ce qu'on appelle le budget base zéro. Donc, cette année, par exemple, l'année dernière, on appelle ce qu'on appelle le budget base zéro. C'est-à-dire, on a oublié l'historique parce que la phase du projet a changé. On était dans le gel du projet, maintenant, on passe à une nouvelle phase. Donc, on part de zéro. On appelle ça budget base zéro. Donc, on remet tous les compteurs à zéro, on part sur de nouvelles bases. On fait des estimations vraiment nouvelles des activités. Le budget est plus réaliste. L'inconvénient, ça prend beaucoup de temps parce que là, il faut appeler toutes les personnes parce que là, ça va dans tous les sens. Pas facile à mettre en place, c'est l'inconvénient, mais il y a plus de challenge et ça prend en compte tous les éléments. Donc, on a le budget historique et le budget base zéro. C'est les 2 types d'approches au niveau des méthodes. Au niveau des méthodes d'élaboration aussi, on a ce qu'on appelle le budget participatif, c'est-à-dire si je fais mon budget et le budget imposé. Le budget imposé, c'est ça, je viens de dire tout de suite. Votre projet est géré, on vous dit que vous avez besoin de 5 millions, ça qu'on appelle budget imposé. Donc, vous allez vous doubler dans les 5 millions là. Le budget participatif, c'est-à-dire chaque département va travailler sur le budget et puis faire les montées. Après, on intègre tout et puis on prend tout en compte. Donc, les 2 types aussi ont leurs avantages et leurs inconvénients. Au niveau du budget imposé, c'est un gain de temps dans l'élaboration parce que le montant global est connu. On ne va pas trop se fatiguer. L'inconvénient, manque de motivation, mauvaise qualité de reporting.